Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, on est content de vous retrouver. Moi, ça me fait toujours sourire lorsque je vois l'invité écouter le générique avec attention, à se dire oui, c'est vrai, c'était un défi cette Alia. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Ouais, super. Alors, on peut Dieu. se tutoyer si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, tu t'appelles Brian Megira, à l'israélienne. Alia Story en même temps, c'est normal. Brian Megira, tu es en Israël depuis 4 ans. Tout à fait. Tu es tout jeune ? Tu peux dire ton âge ? 23 ans. Ah ben voilà. Et en fait, tu es arrivé à l'époque bac en poche. Exactement, avec mon bac S. Et tu n'étais pas forcément préparé pour l'Alia, quoi. C'était pas forcément un truc de toujours. Alors, ça a toujours été mon rêve, c'était un truc de toujours. Je pensais être préparé, et en fait, je pense que c'est quand on arrive en Israël qu'on comprend qu'on n'était pas préparé, en vérité. Ça n'a pas été facile au début. Alors, quand tu dis tu as toujours été préparé, tu y pensais vraiment depuis l'enfance ? C'était une évidence pour moi. C'était une évidence, arriver en Israël, faire mon service militaire. Je peux remercier mon père tous les jours de m'avoir empêché de partir sans mon bac. Parce que quand on est plus jeune, un petit peu tête brûlée, j'avais un seul objectif en tête, c'était donc partir et faire l'armée. À 18 ans, j'ai dit je m'en vais, ça y est, j'ai 18 ans, je suis grand, je fais ce que je veux. Je m'en fous du bac, ça sert à rien. Exactement. Et puis là, je pense que mon père m'a dit la phrase que tout papa marocain dit à son fils. Tant que tu habites sous mon toit, tu vis ne pars pas avec mes règles. Et je peux le remercier. Oui, pourquoi ? Parce que ça a été difficile la scolarité en France ? Ça n'a pas été facile. Ouais, pourquoi ? Ça a pas Pourtant, été tu as eu un bac S. J'ai eu un bac S, effectivement. J'étais pas facile. Un peu tête brûlée, on va dire. Ouais, tu as changé d'établissement. Plusieurs fois. Je suis arrivé à Progrès. C'est bien, ça donne de l'espoir à ceux qui sont comme toi, qui sont très agités. Et c'est bien, les parents peuvent trouver un moyen de ne pas désespérer. C'est important de le dire. Voilà, il était agité, il a changé d'établissement plusieurs fois, il a finalement eu son bac. Exactement. Et j'ai eu mon bac S. Quand j'ai envoyé à mes profs du collège donc, le diplôme, ils ont vérifié 2-3 fois que c'était la bonne personne. Des Brian Megira, ils n'en ont pas eu beaucoup. Donc Et le seul qu'ils ont eu, ils s'en souviennent encore, je pense. Donc, ils étaient contents pour toi. Ils étaient fiers. Ok, alors tu es parti finalement, tu as réalisé ton rêve. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme programme pour arriver ? Alors au début, donc, je voulais faire directement l'armée, encore une fois, toujours un peu tête brûlée, parisien, l'armée. Et là encore, donc, mes parents ont réussi à me convaincre de retarder un petit peu l'échéance, de faire un programme Massa. Et pour ça aussi, je peux les remercier tous les jours parce que ça m'a énormément aidé. J'ai énormément appris sur l'armée. Qu'est-ce que tu as fait comme programme Massa ? Qu'est-ce que tu as choisi ? Parce qu'il y en a plein. J'ai fait Tnuot, je ne sais pas s'il existe encore, peut-être qu'il s'appelle BIP ou Bakoum aujourd'hui. Donc c'était 4 mois d'abord au Merkaz Klita à Ranana, pendant lesquels j'ai appris la langue, pendant lesquels donc, on a fait aussi beaucoup de préparation physique à l'armée, avec le mouvement Acharai, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un mouvement en Israël qui aide les jeunes à rentrer à l'armée, qui les prépare physiquement en tout cas à l'armée. Ensuite, il y a eu 2 mois de Tioulim. Ouais. Voilà. Où on a appris à découvrir Israël à travers nos jambes. Et c'est pas qu'une expression, ça aussi je l'ai compris. Puis 2 mois de Marva. C'est un peu l'équivalent de la Gadna, sauf que ça dure 2 mois et que ça prépare réellement à l'armée. Et ça aussi, ça a été une expérience superbe. J'imagine les gens aussi qu'on rencontre, parce que tu es monté seul sans tes parents. Exactement. Et c'était des gens du monde entier. J'ai rencontré des juifs d'endroits où je ne savais pas qu'il y avait des juifs du Panama, des juifs du Chili, vraiment du monde entier. Aujourd'hui, il y en a qui sont même officiers à Tsahal, donc ça fait chaud au cœur. Ouais, et tu es resté en contact, j'imagine, ça fait un noyau dur lorsqu'on arrive, on ne quitte pas ces gens-là. Exactement. Ce sont des amis qui se transforment en famille souvent. Tout à fait. Ouais. Alors, donc, tu passes ces 8 mois dans ce programme Massa, et puis arrive enfin l'armée. Exactement. Alors, c'est comme dans le rêve ? Ça dépend. Pas tout à fait. Pas tous les jours. Enfin, je pensais que... Enfin bon, c'était mon rêve. Tu peux raconter ce que tu as ressenti, c'est important. Alors au début, une grosse claque quand même, parce que même si on pense être prêt, même si on pense que voilà, c'est un rêve, on est préparé, on veut le faire, et la motivation, de toutes les façons, c'est suffisant pour y arriver. Il n'y a rien qui peut se placer devant la motivation et devant la volonté. Quand on arrive à l'armée, c'est jamais facile.
J'ai commencé par Mirva Alon. Mirva Alon, donc l'Ulpan Kibbutz des soldats volontaires. Des Olim Hadashim. J'ai pas kiffé Mirva Alon. Ça a été une grosse claque pour moi, Mirva Alon, parce que moi, mon objectif, c'était d'être combattant. Je suis arrivé pour être combattant, je suis arrivé pour être lochem, j'avais que ça en tête. Et à Mirva Alon, il y a beaucoup de moments où on s'ennuie, tout simplement, parce que je suis arrivé avec un bon niveau d'hébreu, mais on me redemande de réapprendre l'hébreu. J'avais un niveau suffisant, je pense, pour entrer directement en tant que combattant. Mais bon, à Kol Letova, finalement, j'ai fait le service que je voulais. Alors attends, et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu t'ennuyais à Mirva Alon parce que tu étais dans l'attente, tu savais pas quoi faire. C'était pas l'idée. T'apprenais l'hébreu, mais c'était pas ton idée de l'armée. Exactement, c'était pas mon idée de l'armée. C'était pas mon idée de l'armée. J'avais déjà en plus donc mes 2 mois de Marva derrière moi. Ça faisait longtemps que j'attendais pour rentrer directement la tête la première dans l'aventure. Et Mirva Alon, c'est vrai que ça répondait pas à mes attentes. Je voulais être combattant, mais au final, je pense que c'était malgré tout nécessaire. Pourquoi? Parce que on rencontre donc beaucoup de personnes qui nous aident donc à choisir notre unité ensuite. On se fait un réel groupe d'amis, un réel groupe de frères avec lesquels donc on choisit une unité. Des frères d'armes. Des frères d'armes. C'est le cas de le dire. Ça devient une de vraie famille. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées à Mirva Alon, qui ont après continué avec moi dans la même unité que moi, ça a été très important pour tenir tout au long de mon service. Tu as fait l'armée à quelle période? Je suis rentré en 2014, juste après Tsukaitan, quelques jours avant le cessez-le-feu. Et voilà, Tsukaitan, ça a été également une nouvelle raison de rentrer dans l'armée, donc un nouveau départ pour ma motivation. Ta motivation s'est trouvée renforcée. Exactement. C'est un peu paradoxal. Normalement, on devrait fuir la guerre, entre guillemets. Non. C'est-à-dire que ça me frustrait énormément d'être assis à la maison pendant que je savais que j'habitais en Israël et que mes frères étaient à Gaza, étaient au combat. Et ça aussi, à l'armée, je pense que c'est un paradoxe quand on devient combattant. On se prépare à la guerre, on espère qu'il n'y aura pas la guerre, mais s'il y a une guerre, on ne peut pas l'imaginer sans nous. C'est joli. Donc, voilà. C'est très vrai. Je pense. Ouais. Alors, donc, tu as été choisi pour faire ton service dans quelle unité? Alors, j'ai rejoint après l'unité Kfir, Khativat Kfir, bataillon 97, donc Netzach Yehuda. C'est marrant parce qu'il y a plein de Français, de jeunes soldats, Chayalim Bodedim, qui choisissent cette unité-là. C'est simple, on était à peu près un tiers de la Plouga, donc sur une centaine de soldats, à être français. Donc ça aussi, c'est important, ça amène une petite ambiance familiale, une petite ambiance comme à la maison. Au final, quand on monte en Israël, on est persuadé qu'on veut fuir les Français au maximum, qu'on en a marre des Français. Mais finalement, non. Puis après, on se rend compte qu'en Israël, finalement, c'est ceux qui nous ressemblent le plus, finalement. Et même si on met 5 Français sur 1000 Israéliens, ils finiront toujours par se retrouver. D'ailleurs, à Mirva Alon, on nous appelait la mafia tsarfatite. Ah bah dis donc, ça devait avoir de l'ambiance. D'accord, donc tu es rentré dans Kfir. Comment ça s'est passé ton service? C'était une vraie belle expérience. Je suis très nostalgique en y repensant. C'était pas tous les jours facile, mais s'il y a encore une nouvelle chose qu'on apprend à l'armée, c'est que finalement, les choses dont on tire le plus de plaisir, c'est les choses qu'on a obtenues avec nos tueurs, qu'on a obtenues en transpirant, qu'on a obtenues en souffrant. Et donc, quand j'y repense, ça me fait sourire. Tu as beaucoup mûri pendant cette période? Pendant mon service militaire, énormément. Je pense que j'étais vraiment un enfant en rentrant à l'armée. Et que, je dirais pas un homme, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre pour devenir un homme. Mais je suis sur la route, quoi. Après mon service militaire, j'étais sur le bon chemin. Tu vois la différence avec tes copains qui sont restés en France? Totalement. C'est-à-dire que malheureusement, en France, donc, on est entre guillemets victime d'un système qui est fait de manière à ce qu'on passe le bac à 18 ans. Et à 18 ans, on choisit ce qu'on va faire toute notre vie. Aujourd'hui, à 23 ans, je n'ai pas encore vraiment commencé mes études. Je les commence cette année. Mais quand je regarde mes amis qui sont restés en France, qui ont le même âge que moi, qui sont en quatrième... Eux fini leurs études. Presque fini leurs études, ou fini pour la plupart. Ils me parlent et ils me disent, c'est marrant, j'ai pas l'impression de parler avec un gars de mon âge. J'ai pas l'impression de parler avec un mec de mon âge. Et moi, j'ai la même chose, je ressens la même chose. Mais ça, je l'ai compris en fait en arrivant en Israël. Je l'ai compris en rejoignant mon unité. Quand j'avais 20 ans, que du haut de mes 20 ans, j'étais presque le plus âgé de tous les soldats, puisqu'ils rentrent à l'armée à 18 ans, 19 ans pour les retardataires. Et finalement, j'avais quand même l'impression d'être un enfant devant eux. Les Israéliens. Devant les Israéliens. Et ça, j'ai compris cette différence quand, donc, à 20 ans, quelque part dans le nord d'Israël, on m'a mis un M16 entre les mains,
que voilà, à 20 ans, je suis responsable d'une arme et qu'un Ça an fait plus peur, tard... hein. Ça fait pas peur, ça rend très fier. Mais encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui, ça ferait peur, mais j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Les Israéliens grandissent avec ça, ils voient leur père partir en Milouim, ils voient leurs grands frères partir également à l'armée, ils voient leurs parents donc bien s'occuper d'eux, les faire grandir dans un cocon parce qu'ils sont angoissés de la période de l'armée qui approche. Et j'ai appris aussi une nouvelle fois que j'étais jeune en France, quand je voyais que mon commandant avait 19 ans. Ok, il a 19 ans, il n'avait pas de barbe, mais il était un mois avant à Gaza, pendant Tsouk Eitan. Et du haut de ses 19 ans, il avait aujourd'hui, à ce jour, donc une classe de soldats à former, une classe de combattants à former, et une part de la sécurité d'Israël entre ses mains. C'est ce que disait Yoni Netanyahou, d'ailleurs. Il avait dit, du haut de mes 23 ans, je suis responsable de la sécurité d'Israël. C'est une réalité qui, malheureusement, nous fait grandir trop vite. Mhm. Et je pense que c'est un mal pour un bien, malgré tout. Ok. Alors un jour, lorsque tu savais pas encore vraiment ce que tu voulais faire, enfin bac Exactement. S, j'imagine avec un papa marocain Maman comme aussi. tu nous l'as dit, une maman qui poussait à faire de longues études, surtout en Israël, avec le boom du high-tech, la voie était Exactement. tracée, allez, tu seras ingénieur en informatique ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est-à-dire que la plupart des Chayalim Bodedim, quand ils montent en Israël, ils font leur service militaire pendant 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans. Pendant le service militaire, les parents sont très confiants, ils sont très fiers. Les photos en uniforme, l'arme, les photos dans les territoires et compagnie. Puis dès qu'on finit l'armée à 22, 23 ans, là, ils commencent à angoisser, ils commencent à dire « Ok, j'ai l'impression qu'il prend du retard, quoi. » Et à l'armée, donc, pendant mon service, je me disais, avant mon service, je me disais, je vais faire de la high-tech, bien que Et puis un je jour, sais, je suis rentré sur mon adresse email, quoi, mais je n'y connais rien en Ouais, informatique. pour faire comme tout le monde, et puis parce que c'était une voie Parce que toute ça tracée, fonctionne, parce que ça fonctionne, marche. voilà. On gagne de l'argent, je réfléchissais encore à la française, et à un moment, je rampais dans la boue pendant mes tironautes, donc pendant mes classes, j'étais pas bien, et là, je me suis dit, mais attends une seconde, le plus important dans la vie, est-ce que c'est vraiment de faire quelque chose où tu es sûr de gagner ta vie, de très bien gagner ta vie, d'aller tous les matins au travail déprimé parce que tu fais pas ce que tu aimes? Bon, on peut faire les deux en même temps. On peut faire Ça les deux peut en même arriver. temps. Voilà, c'est le but, mais je pense que c'est plus facile de faire les deux en même temps quand on fait ce qu'on aime. Et donc, je me suis dit que ce qui comptait dans ma vie, c'était de faire ce que j'aime. Et c'est là que j'ai compris que je voulais travailler avec des animaux dans ma vie, que l'high-tech, ça ne m'intéresse pas. Et que ce que je voulais faire, donc, c'était ce qui me plaît. Et ce qui te plaît, c'est les animaux. Les animaux, les chiens. Tu as la passion des animaux depuis toujours? Depuis toujours. Ça t'a toujours accompagné? Depuis toujours, exactement. Et c'est ça que j'ai voulu faire en sortant de l'armée. Donc aujourd'hui, je vais commencer, si Dieu veut, un cursus pour faire mes études vétérinaires. Mais avant ça, en sortant de mon service militaire, j'ai dit, OK, il me reste 1 an là, entre les psychométriques, l'année scolaire qui commence dans 1 mois ou 2. J'ai fini l'armée quelques semaines avant la reprise des cours. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver cette année, pour faire quelque chose qui me plaît et peut-être quelque chose qui va m'aider tout au long de mes études? Et c'est là donc que j'ai choisi de faire une formation d'éducateur canin à Marker Training. On va en parler plus avant. Donc, éducateur canin, c'est trop marrant quand même. Je ne savais même pas que ça existait franchement en Israël, j'en avais aucune idée. Il y a des écoles pour ça, il y en a plusieurs en plus. Il y a des écoles pour ça. Comme vous l'avez dit, on va en parler un peu plus tard. C'est important de bien choisir son école. Il y a beaucoup d'écoles. C'est un métier donc, qui est en train d'exploser en Israël. Malheureusement, il y a des points positifs et des points négatifs au fait que ça explose, comme pour tout. Et il suffit de se balader dans Tel Aviv pour comprendre qu'il y a de quoi travailler. Quoi. Il y a du Alors, travail. pourquoi ne pas devenir vétérinaire? Je veux devenir vétérinaire. C'est voilà. le programme. C'est prévu. Simplement, ouais. Je me suis dit... Plutôt que perdre mon temps, je vais renforcer Au-delà de ça, je me suis dit, les études vétérinaires, elles sont quand même assez longues, entre 5 et 7 ans, ça dépend là où on les fait. Plutôt que de travailler en serveur dans la cafétéria de l'université pendant mes études, je vais rentabiliser. Sans les alzels, comme on dit en hébreu, Bien sûr. sur ça, je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaît pendant mes études. Et puis surtout, j'ai aussi compris qu'un vétérinaire donc, s'occupe de la santé du chien, il ne s'occupe pas du comportement. Et que c'est quelque chose qui me manquera en vérité à la fin de mes études vétérinaires. Donc tu t'es dit, je vais vraiment être au point sur tous ces domaines qui m'intéressent. Est-ce que tu penses que tu aurais été éducateur canin si tu étais resté en France? En France, non, je pense pas. Vétérinaire, je pense que je serais devenu parce que j'aurais compris à un moment ou un autre que c'est ce qui me plaît et que c'est ce que je veux faire. Éducateur canin, je pense pas. À vrai dire, moi non plus, en fait, avant d'arriver en Israël, j'en avais moins entendu parler.
Ouais. Et ça a changé beaucoup de choses, cette expérience. Tu as commencé à travailler dans le domaine ? J'ai commencé à travailler dans le domaine. Donc, j'ai travaillé comme éducateur canin dans le privé, avec des clients donc, qui ont un problème avec leurs chiots, qui ont un problème avec leurs chiens, etc. Aussi dans un cadre plus militaire, on va dire. Donc, en tant que maître chien, c'est un métier qui m'a fait voyager à travers le monde. J'ai eu des très belles expériences et de très, très belles opportunités grâce à ce métier. Et voilà, c'est une expérience unique. J'ai vécu de très belles choses. Depuis que tu es sorti de l'armée, tu as fait vite. Depuis que je suis sorti de l'armée. Tu as fait exactement. Vite. Ok. Exactement. Bon. Tout va vite en ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De la réussite dans mes études vétérinaires. Ok. Avant tout. Et surtout, moi, ce qu'on peut me souhaiter, en fait, c'est indirect, mais qu'il y ait moins d'abandon de chiens en Israël. Que donc la communauté française également commence à prendre les mains et commence à comprendre qu'un chien, donc, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Qu'on réfléchisse bien avant d'adopter un chien. Et puis surtout, si ça se passe mal, se dire, OK, il y a des solutions à mon problème. Il y a des gens dont c'est le métier également. Je ne parle pas forcément de moi. Plein de possibilités. Et donc, qu'on cesse d'abandonner et surtout qu'on privilégie l'adoption à l'achat. Voilà. S'il y a une chose qu'on peut me souhaiter, c'est ça. Ça te fera plaisir. Ça, ton message sera passé. Plus que ça. Plus que ça. Bon, eh ben, écoutez, voilà. Un parcours d'Alia original, mais on en voit de temps en temps. Ça fait plaisir. On voulait aussi te mettre en lumière pour ça. Peut-être que d'autres comme toi se reconnaîtront et auront envie de suivre le même chemin que le tien. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt. Je l'espère. Ciao. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.